à assister à cette 6e édition du forum L'année vue par les savoirs, dans ce grand amphithéâtre splendide, où nous parlons sous la gouverne de grands philosophes, nichés dans les alcôves. Et il en est un autre auquel on doit penser avant de commencer cette table ronde, un qui est absent parmi les statues, c'est Karl Marx, puisque nous utilisons aujourd'hui le terme de prolétariat pour parler de la condition animale. Alors, ça en fera peut-être hurler certains, mais peut-être pas d'autres. Peut-être que ce terme a une forme de pertinence. En tout cas, les animaux d'élevage qui ont toujours travaillé ont été, au même titre que les individus, peu à peu pris dans un système économique de production qui a modifié à la fois leur statut et notre rapport à la nature et au vivant. De ces changements socio-économiques émergent plusieurs conceptions possibles à la fois de la condition animale et de leur libération possible. En tout cas, c'est cette question que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de nos 4 invités que je vais vous présenter. Laurence Parisot, présidente émérite du MEDEF. Jocelyne Porcher, sociologue, chargée de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique et auteure de Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, publiée à La Découverte, et ancienne éleveuse de brebis dans le sud-ouest. On pourra évoquer cette expérience. Et Philippe Régnier, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, au Conservatoire des Arts et Métiers. Conservatoire des Arts et Métiers, et Luc Abadi, professeur à l'Université Paris-Sorbonne. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Alors peut-être commencer par une question d'étymologie et ce terme de prolétariat, que pourriez-vous nous en dire, Jocelyne Porcher, quand on l'utilise pour les animaux? C'est un terme qui m'est en fait apparu comme ayant une consistance et une pertinence quand j'ai travaillé dans les porcheries industrielles. Un prolétaire, c'est quelqu'un, étymologiquement, qui n'est utile que par sa descendance. Et quand on observe les animaux dans les systèmes industriels, effectivement, c'est ce qu'on voit. Une truie, une vache n'ont de valeur que par leur capacité à se multiplier et à produire des animaux. Donc il y a déjà ce côté-là. Et puis dans les systèmes industriels, il y a... Et c'est la place des animaux comme travailleurs, en fait. C'est comme travailleurs, alors prolétaires du fait de leur statut, parce qu'il y a une différence, par exemple, entre la place de l'animal dans les systèmes industriels et son statut de prolétaire, et la place de l'animal en élevage, où là, il n'a pas un statut de prolétaire, mais il a quand même un statut d'animal au travail. Donc, il y a une différence entre élever les animaux et leur donner un statut dans le travail et produire des animaux, et dans ce cas-là, réduire le statut de l'animal à cette condition prolétaire qui fait que quand on est dans les systèmes industriels, on voit bien que la condition animale et la condition humaine, c'est une seule et même condition, celle du travailleur aliéné, exploité. Philippe Régnier, vous êtes spécialiste du droit animal. Puissant et qui mobilise les humains et les animaux dans un processus de production toujours plus rapide, toujours plus prenant. Alors c'est celui qui génère la plus-value aussi, on revient sur cette question. Eh ben oui, tout à fait. Oui. L'animal est pris dans ce système tout comme l'individu, et vous faites cette analogie qui concerne à la fois la condition mais aussi... Les animaux d'élevage, qu'il faudrait transformer les fermes en refuge ou en sanctuaire, qu'on trouve encore donc des animaux, qu'on va en trouver pendant encore très longtemps, notamment parce que ces animaux, en théorie, ont aussi un droit à la reproduction sexuelle. Donc on se rend bien compte qu'on ne va pas se débarrasser des animaux domestiques comme cela, loin de là, et il y en aura toujours. Vous évoquez un droit à la reproduction sexuelle des animaux. Alors peut-être vous pourriez nous faire la liste, en tout cas nous expliquer quelles sont les grandes idées des devoirs que nous aurions envers les animaux, puisque... D'abord, il faudrait effectivement... C'est partie des discussions. Voilà, il faut ici présenter peut-être un projet de société qui est l'aboutissement de l'animalisme, en tout cas en l'état, qui est résumé par l'ouvrage de Sue Donaldson et de Neil Kimlicka, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Zoopolis. Dans ce système, il y a 3 catégories d'animaux et non pas 2. Il y a évidemment les animaux domestiques, il y a aussi les animaux sauvages, dans la nature sauvage, et il y a des animaux qui vivent déjà avec nous, qui vivent dans les villes, qui vivent à côté de nous et qu'on appelle, depuis Donaldson et Kimlicka, des animaux liminaires. Donc, si l'on arrête l'élevage, et cela évidemment se fera très progressivement malgré tout, eh bien, si on arrête l'élevage, on ne diminue pas pour autant le nombre d'animaux.
Quant aux animaux liminaires, que sont-ils? Eh bien, vous les connaissez parce que vous les voyez tous les jours, mais peut-être sans les remarquer. Vous trouverez là-dedans les rats, les pigeons d'ailleurs dont certains viennent des campagnes, comme les pigeons ramiers qui viennent maintenant s'installer à Paris. Vous trouverez des lapins de Garenne, vous trouverez un grand nombre de lapins de Garenne devant le jardin, dans le jardin, qui se trouve sur la façade nord des Invalides. Voyez-vous, donc, des animaux, nous vivons déjà avec eux et nous vivons parmi eux. Ça, c'est un point qui me paraît important de souligner. Sur la question des droits et des devoirs. J'y arrive donc justement. Les droits que nous pouvons reconnaître dans les sociétés humaines, aux animaux dépend donc de leur statut. Et c'est évidemment pour les animaux domestiques, ce que propose Donaldson et Kiblika, c'est un statut de concitoyenneté. Dans ce qui concerne les animaux sauvages, c'est une souveraineté pour éviter justement ce que décrivait mon voisin, c'est-à-dire, et collègues, c'est-à-dire la disparition des habitats naturels, la destruction des habitats naturels, qui entraîne plus sûrement que tout le reste, qui est la cause majeure, avec quand même le réchauffement climatique, qui fait bouger aussi les animaux, de la 6e extinction de masse qui est en cours. Je rappelle quand même que le contexte, c'est ça. C'est, de toute façon, au rythme où nous partons, nous n'aurons plus d'animaux sauvages. Il est probablement déjà trop tard pour les sauver. Donc, il va rester les animaux liminaires, et à eux, il faut accorder un statut. On propose, en tout cas, Donaldson et Kiblika propose d'accorder un statut de résident, c'est-à-dire un droit à être là, un droit à ne pas être massacré, déplacé, pour des raisons, parce que, voilà... des droits négatifs et des droits positifs des aussi. Droits, alors, pour la concitoyenneté, il y a évidemment des droits positifs qui peuvent... C'est une concitoyenneté qui, évidemment, repose sur une analyse étendue de cette notion que font Donaldson et Kiblika, et notamment qui disent bien que cette concitoyenneté va se faire par des intermédiaires humains, et notamment pour les animaux de compagnie, ce sont précisément les personnes qui vivent avec eux. Rose Parisot. Je pense que le livre que vous venez d'évoquer est un livre effectivement très important, mais moi je voudrais bien aussi qu'on parle de ici et maintenant en France. Et ici et maintenant en France, on n'est pas en avance. Et comparé à plusieurs pays européens notamment, je trouve que la France n'a pas vraiment à se glorifier sur la façon dont elle aborde la question animale. Quand, en 2015, on a eu enfin une avancée qui permettait de dire dans le Code civil que les animaux étaient des êtres sensibles, néanmoins, il est bien précisé qu'ils sont soumis, sauf cas particulier, au régime des biens. Donc, excusez-moi, mais à partir du moment où c'est sous le régime des biens, on se rapproche quand même de l'esclavagisme, d'une certaine façon. En tout cas, de l'objet. C'est un objet dont toute personne peut éventuellement être propriétaire, et à partir de là, on a du mal à vraiment faire des pas très significatifs. Quand on pose le problème comme aujourd'hui sous l'angle économique ne concerne pas simplement la question de l'élevage. J'ai fait une tribune dans Le Monde il y a peu de temps contre la chasse à courre. Je trouve invraisemblable qu'au jour d'aujourd'hui, en France, la chasse à courre soit encore autorisée. Parmi les arguments, merci, parce qu'il faut vraiment demander l'abolition de la chasse à courre, c'est évident. Et quand, parmi les arguments qui me sont opposés, il y a des arguments économiques, figurez-vous, sous prétexte que les locations de forêts permettent aussi l'entretien des forêts, donc les locations de forêts par les différents veneurs permettent l'entretien des forêts. Tout ceci n'est c'est pas nouveau, les chasseurs aussi ont des arguments. Ils ont des arguments aussi la biodiversité. Ils ont des arguments, oui, alors là on est sur la question économique. Ils ont des arguments de biodiversité, ils ont aussi des arguments effectivement économiques. Notamment parce qu'ils permettent d'alimenter le financement de l'Office national de la chasse. Et vous, au BNF, vous avez été confronté justement à ce discours-là aussi de la part des chasseurs. Absolument, mais tout ceci est un non-sens économique, ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc,
je m'adresse aussi aux juristes, il faut absolument faire pression sur le politique, et permettez-moi de dire, je pense qu'il faut créer même un rapport de force politique pour demander un changement des statuts juridiques de l'animal en France, et que cette définition du Code civil ne va pas assez loin. Et si enfin nous avons un vrai changement du statut juridique, y compris pour reprendre ce que disent les auteurs de Zoopolis, à ce moment-là, on pourra aussi faire bouger la théorie économique et la pratique économique. Là, il y a un lien très clair, politique, juridique, économique. Jocelyne Porcher, on va revenir à vous, votre conception qui est assez différente de la conception que l'on vient d'entendre animaliste, où vous proposez une manière de vivre ensemble et une coopération entre l'homme et l'animal, avec cette idée sous-tendue que le travail peut être aliénant, mais il peut être aussi libérateur, émancipateur. Oui, je pense que entre le livre de Zoopolis et Vivre avec les animaux, qui est mon ouvrage, c'est écrit d'ailleurs à la même époque, en 2011, il y a une même recherche de comment vivre avec les animaux intelligemment, en les respectant et dans une société pacifique. Alors comment on fait pour ne pas revenir en arrière? Parce qu'on imagine que si on retourne en milieu rural, si l'on réorganise peut-être d'une autre façon l'élevage, alors est-ce qu'on revient aux petites exploitations agricoles? Est-ce que c'est ça? Non, mais justement, la différence entre Donnazione Clinica et mon propre travail, c'est que mon travail intègre justement la question du travail. C'est-à-dire que ce que je disais, cette relation entre les humains et nous, elle est construite par le travail, et que le travail, effectivement, comme pour nous, le travail, ça peut être la pire des choses, ça peut être la meilleure. C'est le lieu où on se construit, où on devient quelqu'un, où on invente, où on est ensemble. C'est le premier lieu de la socialité. C'est central pour l'identité psychique, hein, comme le disent les psychanalystes du travail. Et c'est ce qu'on a montré dans le cadre avec mon équipe, c'est que c'est central pour les animaux. Et donc oui, effectivement, par exemple, là je fais une étude avec les chevaux, quand les chevaux sont engagés dans le travail, mais ça leur plaît. C'est un chien de berger, moi j'étais bergère, le chien de berger, voilà, on commence la journée, il est tout content. Les brebis, pareil, les brebis vont rentrer dans la bergerie, voilà, c'est gros, allez, ça y est, la journée commence, on va faire la traite et tout ça. C'est l'enjeu, c'est... Prenez le cheval par exemple. On est tout à fait d'accord pour dire que le cheval s'épanouit dans différentes activités qu'il peut avoir avec l'homme, mais pourquoi ensuite ne pas demander à ce que le cheval ne puisse pas aller, qu'on interdise que le cheval puisse aller à l'abattoir, et ensuite interdire qu'on puisse consommer de la viande de cheval. On peut à la fois, comme vous le préconisez, avoir une bonne relation, y compris de travail avec l'animal, et in fine, faire en sorte que l'animal puisse finir sa vie tranquillement dans un pâturage et abolir l'hypophagie, par exemple. Mais alors à ce moment-là, c'est un animal salarié qui devient un animal salarié, qui petit à petit acquiert des droits, un droit à la retraite dans ses pâturages. C'est surtout que ça revient à avoir très peu d'animaux, parce qu'on ne peut pas, là c'est ce que je disais, si comme monsieur le dit, contrairement d'ailleurs à la théorie évolutionniste, on garde le droit de reproduction aux animaux, ben on aura, c'est l'élevage, on va donner le droit de reproduction animale, c'est l'élevage, c'est faire de l'élevage. Zoopolis essaye de réinventer l'élevage sans la mort, c'est tout juste pas possible si on laisse effectivement les animaux libres. Donc la solution de Zoopolis, en fait, c'est la stérilisation. C'est voilà, c'est le fait de diminuer le nombre d'animaux pour pouvoir effectivement donner aux animaux qui restent, effectivement, par exemple, pour un cheval, la possibilité de la retraite. En même temps, tous nos travaux sur le travail des animaux tendent à ça, c'est-à-dire que d'aller chercher les voies de reconnaissance du travail animal, là où on peut, dans une sphère logique qui tient compte que justement on a des ressources limitées, on a un certain nombre d'animaux, il faut que les deux collent. Voilà, mais au sein du même système de production, Philippe Régnier, au sein du même système de production. Pourquoi déjà fonder les relations que nous voulons avoir avec les animaux, quel que soit leur statut sociologique d'ailleurs, sur la notion de travail? Le travail, ça suppose une contrainte. Non, ça ne suppose pas du tout tous ici vous travaillez, je suppose. Si, madame. Non, ça ne suppose pas. On n'a pas la même définition du travail. Nous n'avons pas la même définition du travail. D'ailleurs, je travaille. Donc, je fais faire court.
Et parfois, j'ai pas du tout envie d'aller faire cours. J'ai pas du tout envie d'aller corriger un gros paquet de copies, d'une centaine de copies. Et pour vous dire clairement, cela me fait parfois chier de corriger ces copies. Et pourtant, je le fais. C'est ça le travail. Ça ne signifie pas pour autant que je n'y trouve pas un intérêt. Je trouve effectivement un intérêt parfois à corriger des copies. Et je trouve souvent un intérêt à faire cours. Mais parfois, je préférerais faire autre chose. Et, vous êtes comme un cheval, il y a des fois, le cheval ne veut pas travailler. Et à ce moment-là, nous n'avons pas à imposer une telle contrainte aux animaux. Ceux-ci sont... qui les intéresse. Il n'y a pas de contrainte qui intéresse qui que ce soit dès lors qu'il s'agit d'une contrainte. Le travail, c'est ça qui va dire. Non. Y compris la contrainte de suivre votre cours, professeur, peut parfois être très intéressante. Eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas obligé d'assister à mon cours. Oui, mais c'est quand même une contrainte stimulante. Ça dépend. En tout cas, on a deux conceptions très différentes, celle de sortir d'un système d'élevage et celle d'imaginer de rester dans ce système en améliorant le bien-être de ceux qui y prennent part. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une forme de libération à l'intérieur de ce système de production? Étant donné que de toute façon il faut les tuer, les animaux, je vois pas comment on peut parler de libération. Appelez l'élémentaire. On ne s'amuse pas à élever des animaux pour vivre avec eux. On va les élever pour produire justement à échelle industrielle ou à échelle strictement. Vous pouvez écouter ce que disent les éleveurs par ma voix, c'est-à-dire qu'on élève les animaux pour vivre avec eux. Vous ne connaissez pas l'élevage, vous ne connaissez pas les animaux d'élevage. De quel droit vous parlez des animaux d'élevage? Vous souhaitiez prendre la parole aussi? Un instant, c'était en 1983. J'étais chez mon oncle. Il avait quelques lapins dans un clapier. Et il élevait ces lapins. Il était salarié par ailleurs, mais il avait une maison de campagne. Un jour, j'ai assisté à la mort d'un lapin. Il l'a traîné, il l'a pris par les oreilles et il lui a cassé la nuque. Et j'avais à l'époque une vingtaine d'années. J'avais mon cousin avec moi, qui lui vivait avec ses lapins tout au long de l'année, puisque c'était leur résidence principale. Il a fondu en larmes. C'est ça, la mort. Et c'est ça, l'élevage. Et ça n'est vraiment pas une belle chose. Vous êtes vegan, monsieur? Vous êtes vegan, je suppose. Vous êtes vegan. Et alors? Non, je vous demande. Oui, mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Mais puisque vous critiquez l'élevage, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce qu'on mange sans les animaux? Je vous demande. On trouve, mais c'est une très bonne question. On va peut-être sur quelques questions économiques. C'est une très bonne question. On est sur des questions personnelles qui ne sont pas tout à fait je vais y répondre. Car le véganisme, qu'est-ce que ça suppose? Quelque chose dont on parle très peu. C'est une agriculture végane. Une agriculture dans le respect des animaux. Une agriculture qui conduit aussi non seulement à partager les territoires, mais à partager les récoltes, sans lesquelles il n'y aura plus de toute façon d'animaux. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Cette agriculture végane, bien sûr, elle est beaucoup plus développée outre-Atlantique qu'en Europe, mais elle existe quand même. Et si vous voulez rencontrer des agriculteurs véganes, vous en trouverez dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je dois avouer que je suis un petit peu perdu dans ce débat. Juste dire un petit truc ou deux. Dans une perspective évolutionniste, puisque vous avez employé le mot juste avant, il me semble que l'être humain a été sélectionné dans la durée en tant qu'omnivore. Il me semble que dans la nature, la prédation, c'est-à-dire tuer un animal pour nourrir un autre animal, c'est un truc assez classique, ça fait partie du monde naturel. Donc je me demande, derrière tout ça, s'il n'y a pas la question finalement de notre statut, nous en tant qu'être humain, est-ce qu'on est en train de continuer à sortir l'être humain du système naturel, du système animal voilà, qui nous entoure? C'est un petit peu, enfin je sais pas, on pourrait parfois se dire qu'on est sur cette voie-là. En tout cas, sur la question des solutions, des alternatives proposées en ce qui concerne une forme d'élevage différente. Il faut comprendre que c'est la question de fond. Laissez s'exprimer, monsieur Abadie, s'il vous plaît. Luc Abadie. Et donc, pour moi, la question, c'est pas pour ou contre l'élevage, je trouve ça assez surréaliste, c'est plus la question de l'intensité et des modalités et de la place de l'élevage dans le système.
dire une implantation différente, un essaimage justement ça veut dire, des lieux d'élevage? Un élevage qui est dispersé dans l'espace, évidemment faire des fermes de l'élevage ou je sais pas quoi, ou des élevages de canards qui viennent tous du même poussin, du même clone, qui sont ultra sensibles à n'importe quelle maladie, etc. Tout ça c'est d'un débile achevé sur le plan écologique, on est d'accord, mais un élevage qui est diversifié, qui est localisé, qui est modéré, qui se fait effectivement dans des conditions proches du fonctionnement normal, entre guillemets, de ces animaux. Par exemple, on sait très bien que l'émission de gaz à effet de serre par un ruminant, on peut assez fortement le réduire simplement en changeant et en diversifiant précisément le mode d'alimentation du ruminant. Donc c'est une question quantitative et c'est une question de modalité pour moi. C'est pas une question pour ou contre. Dans la nature, on ne se pose pas cette question-là. La prédation, puisque l'élevage, c'est pour satisfaire les besoins d'un prédateur qui est l'homme en l'occurrence, c'est un truc standard, banal, et qui est nécessaire au fonctionnement de Laurence Parisot, pour revenir sur la je ne peux pas laisser dire ça. L'être humain n'est pas un prédateur. L'être humain est quelqu'un qui est sorti de la prédation. C'est totalement différent. Monsieur Rémy, s'il vous plaît, pour revenir sur la question économique et la question peut-être de l'échelle de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont l'entreprise peut appréhender la prise en compte de l'animal, de l'être vivant, parmi les autres contraintes économiques qu'elle connaît? C'est une question très importante et qui est tout à fait nouvelle. Beaucoup d'entreprises, si j'exclus les entreprises du secteur agroalimentaire, j'y reviendrai, mais beaucoup d'entreprises imaginent peu, jusqu'à présent, qu'elles ont à réfléchir sur le sujet. Même si toutes les problématiques qu'elles sont en train d'intégrer liées au changement climatique les amènent aussi de plus en plus à se poser des questions sur la biodiversité. J'ai évoqué tout à l'heure les critères de responsabilité sociale et environnementale. Il commence tout doucement à y avoir dans ces critères des considérations liées au bien-être animal. Et surtout, et là je voudrais aborder le cas particulier des entreprises de l'agroalimentaire, on voit bien que les très grandes entreprises, type Danone, Nestlé, sont désormais tenues, pas simplement par leurs clients, pas simplement par vous, l'opinion publique, mais aussi beaucoup par leurs propres collaborateurs en interne ou par leurs actionnaires, de publier au moins chaque année ce qu'elles appellent en général des tableaux de bord naturels ou des tableaux de bord animaliers qui décrivent précisément ce qu'elles font, comment elles organisent le sourcing en matière de produits alimentaires, comment elles établissent les relations avec les exploitations qui font de l'élevage, quels engagements elles tiennent, par exemple faire en sorte de diminuer d'une manière drastique l'utilisation des antibiotiques, par exemple. Donc, et ça, je vous conseille, tous ceux qui s'intéressent au sujet, d'aller regarder les rapports publiés chaque année par ces entreprises, et on voit bien que tout doucement, elles font des progrès dans la question de la bientraitance animale. Mais j'estime, pour ma part, qu'on en est au tout début. Et ce qui manque, et là, peut-être que les scientifiques pourraient les aider, et ça accélérerait le système, ce qui manque, ce sont les indicateurs chiffrés, les indicateurs qui comptent. Vous savez, dans l'entreprise, il y a toujours un moment, pour faire en sorte que les choses s'organisent le mieux possible, on a besoin de ce qu'on appelle les métriques. Et on a besoin, je m'adresse ici aux scientifiques, on a besoin de métriques pour améliorer les choses. Alors que dans les métriques, il y ait notamment ce que vous recommandez, madame, c'est-à-dire de toute façon qu'on soit dans une logique beaucoup moins intensive, ça ne fait pas de doute. Et ce qui veut dire que sur le plan économique, c'est des mutations. On parle de la transition énergétique, on parle de la transition écologique. Il nous faut aussi organiser la transition dans l'agroalimentaire parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas tenir dans le mode actuel. C'est invivable et pour l'animal et pour l'être humain. La question animale
elle est intégrée aux modifications actuelles. En tout cas, elle est un des grands enjeux de l'adaptation du système capitaliste, de même que d'autres enjeux écologiques. Elle est prise dans cette question-là. On pourrait parler, puisque vous avez évoqué la France et l'Europe, justement des législations européennes aussi qui s'appliquent en matière économique, mais aussi en matière juridique, qui font état aussi, qui contraignent les entreprises à un certain bien-être. En tout cas, ça devient l'un des objectifs européens aussi. Vous avez tout à fait raison, et c'est probablement l'Europe qui est le plus avancée. Il y a une directive notamment qui concerne le bien-être animal qui date de 2010, je crois, qui est aux États-Unis même considérée comme ce qu'il y a de mieux chez les défenseurs des animaux aux États-Unis, ce qu'il y a de mieux. Et encore, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et je pense que si on veut organiser cette transition du modèle, on a beaucoup plus de chances d'y parvenir si on se met d'emblée à un niveau européen, parce que si on regarde les choses au niveau national, à chaque fois il y aura un argument pour dire « Ah oui, mais la concurrence est telle que nous on ne peut pas se mettre en retrait par rapport à d'autres ». Donc il faut d'emblée poser la question à l'échelle européenne. Jocelyne Porcher, dans l'optique d'une métamorphose de l'élevage ou même d'une disparition de l'élevage, il y a une des évolutions possibles, qui est l'évolution scientifique, qui viendrait de la possibilité de développer des animaux qui ne sont pas issus vraiment du règne animal, qui sont liés à des manipulations scientifiques. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de cela? Je pense que là, oui, on assiste en fait pour résoudre cette crise climatique liée aux productions animales à une évolution du rapport zootechnique aux animaux. Le 19e siècle a théorisé l'animal comme producteur de matière animale. Donc on fait de la matière animale à partir des animaux. Voilà, c'est les systèmes industriels. Aujourd'hui, du fait des contraintes climatiques et du fait qu'il y a les outils techniques liés, on va faire de la matière animale sans les animaux. C'est ça la suite capitaliste de ce rapport aux animaux, c'est en fait de partir non plus de l'animal entier, mais de la cellule. C'est tout ce qui a trait à l'agriculture cellulaire. Et des technologies. Voilà, la viande in vitro, le lait à partir de levure OGM, le blanc d'œuf à partir de levure OGM. Donc en fait, depuis le 19e siècle et depuis cette prise en main du capitalisme sur les animaux, on constate une éviction des animaux du système productif, c'est-à-dire une éviction des animaux, des vrais animaux et leur prise en main comme prolétaires, justement, donc l'éviction de leur intelligence, l'éviction de l'affectivité, et puis maintenant on arrive à une éviction complète, effectivement, une agriculture sans élevage, celle que soutiennent les abolitionnistes et celle que soutiennent les startups de la Silicon Valley, c'est-à-dire voilà, une agriculture, et d'ailleurs une agriculture sans élevage, mais aussi même une agriculture sans plantes, parce que cette agriculture cellulaire, c'est aussi le remplacement de la graine par le fait, par exemple, de produire aussi des plantes à partir de la cellule. Donc là, on a une conjonction à la fois d'intérêt économique, sortir des systèmes industriels qui sont face à une impasse écologique et économique, et puis des outils techniques, voilà, la possibilité biotechnologique de faire, par exemple, de la viande in vitro à partir de la cellule et non plus de l'animal. Alors le grand problème, c'est outre la disparition des animaux, moi, qui me touche particulièrement, c'est le fait qu'on arrive à une alimentation complètement artificielle. Par exemple, la viande in vitro, ça peut paraître bien comme ça, tiens, on fait de la viande et on ne tue pas d'animaux. En fait, on aboutit à une nourriture de zombies, c'est-à-dire la viande in vitro, c'est du vivant biologique, mais c'est du mort subjectif, parce que c'est ce que je disais, pour être mort, il faut avoir été vivant. La viande in vitro, c'est du vivant sans la mort, autrement dit, c'est pas de la vie. Là où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. La vie et la mort, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc c'est ça l'horizon initié par la zootechnie au XIXe siècle, l'éviction progressive des animaux de la production, leur éviction de nos vies, effectivement, parce que tout ça mène à une disparition des animaux de ferme, et aussi, je le dis, des animaux domestiques, parce que le problème, c'est pas seulement qu'on mange les animaux ou pas, c'est qu'on, soi-disant, se les approprie. Comme je l'ai dit, les chiens, c'est les vaches, c'est pareil, c'est la même condition, c'est des animaux d'élevage, c'est des animaux domestiques. Donc on tend vers une société sans animaux de ferme, et le pas d'après, évidemment, c'est l'éviction complète des animaux domestiques. Par exemple, le chien va être remplacé par des robots. On est dans une société qui s'artificialise. Et voilà, et l'intelligence artificielle, on remplacera l'intelligence des animaux par la machine, et on remplace le vivant subjectif par la viande in vitro.
Merci Jocelyne Porcher, merci Philippe Régnier, merci Laurence Parisot et merci Luc Abadi d'avoir accepté de faire ce débat. C'est la fin de notre débat. Merci d'y avoir participé. Deux intervenants précédents sur l'intitulé même de ce qui nous réunit dans cette table ronde, le concept de prolétariat animal, de l'exploitation à la libération. Parce que je vais peut-être me situer entre la sociologue et le juriste. En réalité, l'utilisation du terme de prolétariat animal ne me choque pas. Moi qui suis censée ici représenter le capitalisme, ça ne me choque pas parce que j'estime, effectivement, que quelle que soit l'étymologie qu'on aille chercher, que ce soit l'étymologie première ou bien la définition issue du XIXe siècle, il est évident que dans le système économique actuel, le système économique capitaliste, mais même dans les pays qui ne sont pas capitalistes, il y a une exploitation de l'animal qui se traduit par un asservissement et on est, je crois que l'analogie qu'il faudrait utiliser est plutôt celle de l'esclavagisme, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et par conséquent, dans l'économie d'aujourd'hui, et à partir du moment où on veut vraiment intégrer la question animale dans nos réflexions, je trouve qu'il faut se demander comment on passe au minimum de l'esclavagisme à quelque chose qui pourrait être comme un salariat. Ça ne peut pas être le salariat, mais c'est vers ça qu'il faut réfléchir et qu'il faut tendre. Alors vous utilisez cette image de l'esclavagisme parce qu'on parle des animaux d'élevage précisément dans cette table ronde. Oui, tout à fait. Des animaux qui travaillent. Mais des animaux qui travaillent, qui produisent. Mais bon, je pourrais peut-être utiliser aussi cette expression, y compris pour les animaux sauvages. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, dans les cirques aujourd'hui, il est évident qu'il est inadmissible qu'il y ait encore des animaux sauvages. Mais je voudrais revenir quand même sur l'intitulé qui me semble fondamental, je trouve absolument important que vous ayez choisi cet intitulé de table ronde, parce que cet intitulé fait une mise en équivalence. Si je continue l'analogie avec le prolétariat, le marxisme nous a conduit à nous poser la question de l'exploitation de l'homme par l'homme, et si je continue la mise en équivalence, ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans une logique d'exploitation de l'animal par l'homme. Donc comment, si on accepte cette mise en équivalence, ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'il n'y a pas une frontière aussi marquée que cela entre l'homme et l'animal, ce que personnellement je pense, ce que je crois que beaucoup ici pensent, ce que Lévi-Strauss nous a dit mieux que personne quand il a expliqué qu'on avait créé artificiellement une frontière entre l'homme et l'animal. Et donc à partir de là, je pense que même si on doit parler économie, il faut absolument revenir à la politique. Et l'économie, c'est de l'économie politique, parce que si le politique ne s'empare pas du sujet pour nous aider à aller plus loin dans les définitions, y compris la définition juridique, on n'arrivera pas à avancer pour sortir de l'esclavagisme, peut-être passer à l'exploitation, voire à une solution du type salariat. On pourrait même imaginer l'analogie dans le sens inverse. Jocelyne Porcher, imaginer que ce que l'on peut observer de la condition animale peut nous éclairer sur ce que l'on a pu voir de la condition humaine ou de ce que l'on pourrait imaginer d'une condition future, puisque la condition animale a évolué aussi au gré des conceptions de l'individu, des sciences, qui a fait de lui aussi une machine. Je crois qu'il faut sortir d'une représentation unilatérale de nos relations animaux dans le registre de l'exploitation. Je parlais des systèmes industriels, là on est dans l'exploitation des humains et des animaux, mais il y a d'autres relations de travail avec les animaux. Je fais référence à l'élevage, puisqu'on parle des animaux de ferme, où on n'est pas du tout dans le registre de l'exploitation, on est dans un registre de relations historiques, multimillénaires avec les animaux, qui n'a rien à voir avec l'esclavage, parce que la référence à l'esclavage me paraît tout à fait, alors là par contre, peu éclairante, parce que les esclaves, c'est des humains.
les animaux ne sont pas des humains. Mais ce sont des êtres vivants. C'est des êtres vivants. La question du travail, c'est très différent parce que les recherches que je mène actuellement avec mon équipe montrent que les animaux au travail, qu'il s'agit d'un éléphant dans un cirque, d'un animal dans un zoo, d'un cheval dans un centre équestre ou d'un chien dans une école de chimie d'aveugle, s'investissent dans le travail, ont envie d'atteindre les objectifs, en fait, s'engagent avec nous dans le travail. Et là, on n'est pas dans le registre de l'exploitation et des théories marxistes de l'aliénation. On est dans un rapport de travail, parce que travailler, c'est pas percevoir un salaire. Le travail, c'est pas l'emploi. Travailler, c'est produire, mais c'est d'abord se produire. Et nous, on a se produire, être ensemble. La première des rationalités du travail, c'est le lien social. Et ce qu'on a remarqué dans nos recherches, c'est qu'il y a une centralité du travail pour les animaux domestiques. Moi, ce que je souligne, c'est que les rapports de domestication avec les animaux, ils sont construits par le travail. C'est ça qu'on fait ensemble avec les animaux, on travaille. Et parce que, justement, travailler, c'est pas que produire, c'est vivre ensemble. C'est vivre ensemble, faire des choses ensemble. Et les animaux, qu'il s'agit d'un cheval dans un centre équestre, ils sont, par exemple, des chiens de berger, moi j'ai été bergère, des brebis, voilà, ils sont engagés avec nous dans le travail, ils trouvent un intérêt, c'est pour ça qu'on vit ensemble depuis 10 000 ans, parce que les animaux ont un intérêt à vivre avec nous, et là on n'est pas du tout dans le registre de l'exploitation, mais dans le registre de la construction d'une vie ensemble, plus facile avec les animaux que sans eux. C'est pour ça qu'on vit avec les animaux, la vie est plus belle et plus facile avec les animaux que sans eux. Après, c'est vrai que le capitalisme industriel a mis la main sur les animaux au XIXe siècle. Alors, je passe sur le fait qu'on vit dans des rapports de toute façon de force, de domination, des rapports sociaux qui sont fondés sur la domination des uns sur les autres, en dehors même du capitalisme. Et le capitalisme a vraiment construit un rapport d'exploitation des animaux en disant que le rapport des animaux, ce qui comptait pour nous du point de vue de nos relations aux animaux, c'était le profit qu'ils pouvaient dégager. Ça, c'est les apports de la zootechnie. Le capitalisme que le marxisme. Hein. Dans la théorie économique néoclassique ou dans la théorie marxiste, la façon dont on traite l'animal, c'est absolument identique. C'est un stock qu'on utilise, qu'on prélève autant qu'on veut. Ce que je veux dire par là, moi je pense qu'il faut modifier le capitalisme à bien des égards. Je peux vous dire que quand j'étais présidente du MEDEF, j'ai tout fait pour contribuer à éliminer ce qu'il y avait de plus insupportable dans le capitalisme. Mais c'est pas le capitalisme en soi, c'est certains aspects du capitalisme qu'il faut réorienter, y compris pour traiter la question animale. Luc Abadie, sur la question justement des systèmes économiques, en tout cas, on a compris que les animaux, au même titre que les individus, avaient été pris dans un système global avec de nouveaux enjeux. Et les nombreux enjeux sont aussi politiques, Laurence Parisot y faisait allusion, et notamment écologiques aussi, puisque la question de l'élevage, elle est prise dans des questions politiques plus larges qui touchent des questions écologiques. Oui, absolument. Pardon. Alors déjà, il faut peut-être définir ce que c'est un animal pour un écologue, puisque je suis écologue. Un animal, c'est un élément dans un système de relations avec d'autres organismes vivants qui sont extrêmement différents les uns des autres, des végétaux, des micro-organismes. Donc, il y a un statut finalement qui est extrêmement variable de l'animal selon le système que l'on va considérer. Et donc, si on en arrive à un système artificiel qui est construit par l'homme, qui est le système d'élevage, il faut une manière d'essayer de comprendre finalement ce que signifie l'élevage sur le plan écologique, c'est de voir finalement ce qui a changé par rapport à la situation spontanée qu'on qualifie souvent de naturelle. Naturelle, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire aujourd'hui, mais en tout cas une situation spontanée où l'organisme s'insère dans ce réseau de relations. Alors, dans l'élevage, qu'est-ce qui change par rapport à une situation naturelle? C'est évidemment la concentration de ces organismes. Si vous regardez la situation générale de l'agriculture, l'impact de l'agriculture aujourd'hui, qui est quelque chose qui est inventé. C'est donc une domestication du végétal ou de l'animal dans un objectif unique de production. Un animal ou un végétal, dans un écosystème, il fonctionne en termes de production, mais il est inséré dans un ensemble de réseaux de relations. Donc aujourd'hui, l'agriculture comme l'élevage privilégie un type de dynamique de l'animal ou du végétal en oubliant les autres aspects. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête,
qui est basée sur du réel, une observation qu'on peut faire au Burkina Faso, par exemple, mais qui est valable dans les systèmes tempérés. Selon la nature d'un herbivore dans une prairie, la nature, c'est le type d'animal, mais aussi la fréquentation, combien il y en a, est-ce qu'ils sont là 1 heure par jour, 10 heures par jour. Vous changez la totalité de la végétation. On va passer avec des variations d'équilibre entre végétaux ligneux, donc les arbres, végétaux herbacés. Donc vous vous dites, ok, bon, ben, on change la végétation, mais derrière, vous changez complètement la question du cycle du carbone, par exemple. Vous changez la question du cycle de l'azote, et on arrive à des choses qui sont absolument extraordinaires. L'herbivore, donc l'animal d'élevage en l'occurrence, devient une espèce de déterminant de la nature même du système. Vous avez un élevage qui est modéré, vous avez un système qui stocke du carbone et qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Vous augmentez l'intensité de l'élevage avec le même animal, vous passez sur un système qui déstocke du carbone et qui produit des gaz à effet de serre. Donc les conditions dans lesquelles vous mettez l'animal, son exploitation, l'élevage, dans lesquelles vous l'organisez, va avoir un impact sur le système global, à la fois économique, écologique. Sur de multiples dimensions. Bon, par exemple, dans les grands débats aujourd'hui sur l'élevage et sur les perspectives de développement de l'élevage, il y a la fameuse question des gaz à effet de serre. D'ici 2050, en gros, on aura 35% d'augmentation de la population, quelque chose comme ça. Ça donne une augmentation de la production agricole, y compris l'élevage, qui va varier de 50 à 100% selon les produits. C'est une augmentation énorme de la surface des terres qui va être consacrée à l'élevage, donc il va se faire au détriment de la biodiversité. Hein. Aujourd'hui, en gros, presque les 3/4 des terres agricoles, 70% en tout cas, sont occupées par la fonction élevage. C'est l'élevage qui est le plus grand consommateur de terres sur les continents. Donc quand la FAO, par exemple, nous dit qu'un certain nombre de produits, la viande par exemple, va certainement augmenter de 50% d'ici 2050, ça veut dire qu'on a directement un conflit entre le développement de l'élevage, le développement de l'agriculture d'une manière générale, et l'autre grand problème qui est la conservation de la biodiversité. Si vous augmentez dans les proportions que je viens de dire l'élevage, on attend, si on est dans les mêmes conditions, à une augmentation de la production de gaz à effet de serre par l'agriculture de 80%. Donc de la condition que nous réservons aux animaux dépend aussi notre condition future. Philippe Régnier, qu'est-ce qu'on peut dire? Ces questions-là centrales posent la question du statut que l'on va donner à cet animal d'élevage. Ça pose surtout la question de l'abrogation, de l'abolition de l'élevage, car ce n'est pas tenable. D'autant qu'il faut y ajouter l'augmentation du niveau des mers, qui va entraîner la stérilisation d'une partie des terres par la contamination avec l'eau salée. C'est déjà le cas au Bangladesh. Ça commence comme ça. Vous ajouterez à cela les phénomènes climatiques que nous connaissons bien, type ouragan et autres, dont l'un a quand même failli frapper la Bretagne. Vous vous rendez compte que les terres vont être beaucoup plus, les terres susceptibles d'être exploitées pour l'agriculture, vont être beaucoup plus restreintes du fait du réchauffement climatique. Nous acheminons vers une population à 9-10 milliards d'individus. C'est évidemment beaucoup trop. Donc de toute façon, il faudra supprimer l'élevage. Point. Et il n'y a pas d'autre solution. Alors c'est votre point de vue, mais ce n'est pas forcément le point de vue de tous. Peut-être qu'on va pouvoir répondre à cette question. Vraiment, le sujet, on a été posé de manière claire et affirmée. Juste terminer. N'oubliez pas que le réchauffement climatique aura des conséquences de nature politique. N'oubliez pas que 50 millions de migrants vont tôt ou tard se déplacer vers le nord, c'est-à-dire vers l'Europe, qui est un cul-de-sac. Pensez-vous un seul instant que le droit de propriété tel que nous le connaissons va survivre? Pensez-vous un seul instant que l'État, cette structure fixe sur un territoire fixe, va survivre? Alors là, on s'éloigne un peu de notre sujet, mais peut-être pour revenir sur cette question de l'élevage, de son éventuelle disparition, et des scénarios possibles, peut-être Jocelyne Porcher, qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'élevage? Est-ce que l'élevage, il y a eu des dérives, peut-être dont on doit commencer à parler
des dérives de l'industrialisation et de la manière de traiter des animaux dans le système industriel qui ont entraîné des remises en cause et des prises de position politiques. Peut-être on pourrait revenir sur ces dérives. Déjà, je voudrais dire que je suis assez consterné de cette envolée lyrique contre l'élevage et les animaux, alors que c'est grâce aux animaux qu'on s'est... Si, c'est contre les animaux, contre les éleveurs. Vous voulez supprimer l'élevage? Et alors, il n'y a pas d'autres animaux que les animaux d'élevage? Vous voulez supprimer les animaux d'élevage, les vaches, les cochons, les poules? Mais pas du tout, j'en ferai des animaux de compagnie. Rien de plus simple. Est-ce que je peux finir ma phrase? On va laisser les enfants là où elle en était. Non, les animaux de compagnie sont des animaux d'élevage. Ils ont des éleveurs, ils sont pucés, ils sont stérilisés, ils sont contrôlés, ils sont sous la main de l'homme, ce qui caractérise un animal d'élevage. Donc vos animaux de compagnie, vos chiens, vos chats, ce sont des animaux d'élevage. On ne les mange pas parce qu'on n'en a qu'un. Moi j'ai mon chien. J'ai un chien, je ne le mange pas parce que je ne dépends pas de sa mort pour continuer à... J'ai été éleveuse de brebis, j'avais des brebis. La condition de la pérennité de mon système et de mon troupeau, c'était si des animaux naissaient, qu'il y en ait d'autres qui partent. C'est ça l'élevage, c'est un rapport aux animaux qui inclut la mort. Et ça, c'est ça la difficulté à penser aujourd'hui. Et c'est ça qui a changé à cause de l'industrialisation de l'élevage, parce que cette mort des animaux, c'est la condition de la vie. On a l'impression que certaines personnes ignorent qu'elles sont mortelles. La mort, c'est la condition de la vie. Il n'y a que ce qui ne vit pas, qui ne meurt pas. Ça, je crois qu'il faut bien en être conscient. Nos relations aux animaux, elles sont comme nos relations dans les liens sociaux. On est dans un univers fini, dans un espace de ressources fini. S'il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Par exemple, les visées transhumanisme de certains, l'idée qu'on soit immortel, bien sûr, si on est immortel, il n'y a plus de naissance. Je sais pas, je vais expliquer les théories que vous développez justement d'en vivre avec les animaux, à savoir il y a plusieurs types de rationalité dans l'élevage, donc vous dites bien que l'élevage de l'animal n'est pas simplement à visée économique, il y a des visées relationnelles aussi, d'autres formes de rationalité. C'est-à-dire c'est la grande différence entre élever les animaux et les produire. L'élevage, cette relation historique qu'on a avec les animaux de ferme, grâce à qui historiquement, on a mangé, on s'est habillé, on s'est nourri, que monsieur jetait aux orties aussi rapidement sans payer les dettes qu'on a envers tous ces animaux. Parce qu'évidemment, nos relations, justement, elles sont construites avec les animaux comme est le lien social, dans les relations de don et de contre-don. On a une dette envers ces animaux, une dette énorme, et qu'il faudrait peut-être s'aviser de payer, d'être à la hauteur de ce que les animaux nous ont donné. Peut-être expliquer d'où émergent ces critiques, parce que ces critiques, elles viennent des dérives qu'on a pu connaître, à savoir des animaux assimilés historiquement à des machines, à des outils de production. Oui, mais parce qu'il y a l'élevage, donc ce rapport historique aux animaux, au XIXe siècle, la naissance de l'industrie, d'un rapport industriel aux animaux qui en fait des machines animales, ce que je disais tout à l'heure. Et donc du coup, ça change tout. L'animal, le rapport à l'animal, au lieu d'être pris dans les rationalités multiples, dont le vivre ensemble, ce que je disais, est la première des rationalités, la première des rationalités de nos liens aux animaux, c'est de vivre avec eux. Parce que les éleveurs aiment leurs animaux, et c'est parce qu'on est éleveur, et moi je l'ai été moi-même, parce que j'avais envie de vivre avec des animaux. Les éleveurs, et je fais bien une différence entre élever les animaux et les produire, entre éleveurs et producteurs. Parce que là, effectivement, l'industrialisation a réduit les rationalités du travail en élevage à la seule rationalité économique productive, à la recherche du profit. C'est ça le drame des animaux, et c'est ce qui a transformé cet animal qui était un partenaire de travail en un prolétaire au service de la génération du profit. Alors on va peut-être développer ce point, Laurence Parisot, à savoir l'animal dont on a raccourci les cycles de reproduction, donc on a poussé à produire le maximum, en l'occurrence l'animal qui est devenu aussi un produit de la matière viande, donc avec toutes les conséquences de la maximisation des profits sur ce qu'on a pu appeler la dignité animale, en tout cas le vivant. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cela, Laurence Parisot, de ces dérives industrielles? Tout d'abord, je voudrais dire que tout ceci date d'avant même le XIXe siècle. C'est Descartes qui nous a expliqué que l'animal était une machine. Et il y a eu évidemment une démultiplication du système sous les découvertes liées à la révolution industrielle, mais aussi sous la pression démographique.
Donc, encore une fois, je ne voudrais pas que dans les débats, on se contente de dire la faute au capitalisme, et je dis bien qu'il faut en changer pas mal de paramètres, pas mal de critères, mais si on se limite à cette explication-là, je ne crois pas qu'on trouvera la solution. C'est aussi une idéologie scientifique que de dire à un moment donné que l'animal était une machine. C'est les enjeux de la zootechnie, par exemple. Certainement. Mais je pose ensuite deux autres questions. La première, et je n'ai pas, moi, aujourd'hui, la réponse, c'est allons-nous, ou devons-nous aller vers une nourriture purement végane? C'est une vraie question. Personnellement, je ne suis pas totalement végane, mais je peux dire honnêtement que je le suis tous les jours un tout petit peu plus. Si jamais on dit, au fur et à mesure des débats, que oui, nous devons tous aller dans cette direction-là, comme vous disiez, monsieur, on met fin, on est abolitionniste, on met fin à toute forme d'élevage et de production, mais on a une sacrée révolution à faire sur le plan agroalimentaire pour nourrir la planète. Si on ne dit pas, ok, on essaie d'être tout de suite tous véganes, il faut au minimum, ça moi c'est mon combat immédiat, il faut au minimum introduire dans les exigences, notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale, qu'il convient pour s'assurer qu'on fasse vraiment évoluer nos modes de production, parce que tels qu'ils sont dans beaucoup de cas aujourd'hui, ils sont tout simplement inacceptables. J'en profite, je ne sais pas si ça a été dit déjà dans les débats qui ont eu lieu depuis ce matin, mais je voudrais saluer le travail d'une association comme celle de L214, qui a permis à beaucoup de découvrir la réalité insupportable, inacceptable des laboratoires et des abattoirs dans certains cas en France. Donc moi je pense qu'il faut d'abord qu'on se demande comment on fait pour pousser les entreprises concernées par le sujet à aller beaucoup plus loin, pas simplement pour dire je lutte contre la souffrance animale, pour aller le plus loin possible dans la bonne traitance animale. Mais une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas sûre que ça soit suffisant. Luc Abadie, peut-être reprendre ce qu'il s'est passé, ce qui a mené justement à ces souffrances aussi. Vous avez parlé de la concentration géographique tout à l'heure et de la manière dont s'est développée l'agriculture et l'élevage en France et dans l'ensemble des territoires européens. Peut-être revenir sur cette question-là de la concentration et finalement sur l'hypothèse d'une réintégration aussi de l'élevage vers des zones rurales. Oui, du coup, ça me permettra de réagir, de revenir sur le débat pour ou contre l'élevage. Finalement, faut-il arrêter l'élevage? Il est indiscutable sur le plan de la théorie écologique qu'en termes d'impact, une nourriture à partir d'un animal est beaucoup plus forte, l'empreinte est beaucoup plus forte que sur une nourriture végétale. Ça, c'est une règle écologique absolue. À chaque fois qu'on passe d'un réseau, d'un niveau trophique à un autre, comme on dit, vous passez de l'herbivore au carnivore, et puis du carnivore au prédateur, et ainsi de suite, vous prenez à chaque fois dans la tête, si j'ose dire, un facteur 5 à 10 en termes d'efficacité. Donc c'est clair qu'en termes d'impact environnemental, l'animal, il a un impact beaucoup plus fort que la plante, et par conséquent, effectivement, un changement de régime alimentaire qui est plus végétarien, c'est absolument pas négligeable sur le plan du futur du changement climatique. Ceci dit, l'herbivore, encore une fois, c'est un élément d'un écosystème. Il a des impacts sur un tas de choses. On a construit des espaces artificiels. La structure du paysage est liée en partie à l'existence des animaux d'élevage et de l'herbivorie. Le niveau régional de biodiversité est lié en partie à l'existence des herbivores et donc des animaux d'élevage. Qu'est-ce qui se passerait alors s'ils disparaissaient, s'il n'y avait plus d'animaux d'élevage? Si on n'a plus d'animaux d'élevage, vous avez une fermeture des paysages. Les prairies, ça n'existe que s'il y a des animaux d'élevage. Et le grand paradoxe aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de biodiversité, un des outils pour remonter la biodiversité végétale localement, c'est la prairie. La prairie est extrêmement riche en espèces. Une prairie, ça ne marche pas s'il n'y a pas des animaux d'élevage. Un bon niveau d'herbivorie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est favorable à
à la diversité des plantes. Parce que si vous avez un herbivore, qu'est-ce que ça veut dire un herbivore? Ça veut dire qu'il prélève des végétaux. Donc chaque végétal pousse un peu moins. Donc il est moins compétitif. Donc ça permet une plus grande coexistence d'espèces. Donc la bonne pression d'herbivorie est un outil pour maximiser la biodiversité végétale. Si vous supprimez l'herbivore ou si vous faites du surpâturage, vous diminuez la diversité végétale. Donc ce que je veux dire, c'est que le statut de l'animal, son côté bénéfique ou pas, varie effectivement en fonction des points de vue, mais il varie aussi en fonction de la place de l'organisme dans le système. Donc, de la disposition. Absolument. Géographique. Et donc de la disposition géographique au sens où, si vous voulez, l'hétérogénéité d'un paysage, qui est générée par les activités animales, est une clé également de la biodiversité. Mais même sur le mètre carré, le fait qu'un herbivore soit là ou pas, dépose des urines ou pas, écrase un peu telle portion du sol, génère de l'hétérogénéité de l'environnement, et donc est favorable à la question de la biodiversité. Ça permet la coexistence. Donc, je pense que la question, c'est plutôt la diversité des situations et l'intensité des processus, plutôt que élevage ou pas. Philippe Régnier, on vous avait entendu pousser ce cri tout à l'heure. Alors, on voit que, justement, la question de la condition animale, elle soulève des questions politiques, elle soulève des questions éthiques, des questions morales, mais elle soulève aussi des questions scientifiques et des questions écologiques. Alors, que dire de la disparition de l'élevage quand on entend ce que dit Lucas Badi, des conséquences aussi environnementales, écologiques? Quand même, parce que c'est tout un système. Rappeler que l'abolition de l'élevage va prendre un certain temps. Étymologiquement même, le prolétaire, c'est celui qui donne en quelque sorte sa progéniture, mais politiquement, le prolétaire, c'est celui qui n'a que ses bras pour travailler. Je le rappelle quand même, le prolétariat, il n'existe qu'avec le 19e siècle, qu'avec la révolution industrielle. Il suppose un système qui est le système du salaire. Il suppose aussi un chômage, car il n'y a pas de prolétariat sans chômage, et je rappelle que les chômeurs font partie politiquement du prolétariat. Donc c'est un concept strictement humain. L'appliquer aux animaux, c'est un anthropomorphisme. Donc je suis quand même très surpris. Et quel est d'ailleurs le travail que fournissent aujourd'hui les animaux? Au XIXe siècle, on pourrait tenter la comparaison. Quand on avait des animaux, effectivement, dont la force de travail était utilisée. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La mécanisation a fait disparaître les bœufs, les chevaux de trait et pratiquement toute la force animale. Elle subsiste encore peut-être dans les cirques, où les animaux vont faire des spectacles contraints et forcés après dressage. Mais sinon, il me paraît quand même extrêmement difficile de parler aujourd'hui de prolétariat animal. Ce concept me paraît peu trompeur en réalité. C'était plutôt une analogie, hein, c'est ce que nous a expliqué Jocelyne Porcher. Qu'est-ce que vous pourriez dire, en tout cas, de l'histoire des luttes pour les droits des animaux? D'où est-ce qu'on part et vers où est-ce que certains aimeraient aller? Alors, on ne peut pas... historiquement, si on veut rester dans l'époque moderne, historiquement, il faut se rendre compte que les premières manifestations de lutte contre l'exploitation animale, et d'ailleurs à l'époque c'est surtout la vivisection et la corrida, c'est au XIXe siècle, c'est une partie des socialistes. On peut citer notamment le cas de Marie Huot ou d'Ivan Agueli, qui sont des socialistes et qui vont s'intéresser effectivement à la cause animale et qui vont surtout être connus pour les actions qu'ils vont mener contre l'exploitation animale de l'époque. Donc c'est d'abord lutter contre les maltraitances, contre les droits négatifs. Oui, fondamentalement. Bon, ensuite, cette génération de penseurs socialistes disparaît. Et avec eux, la défense de la cause animale va en grande partie disparaître aussi d'un point de vue strictement politique, qui est celui, je pense, qui nous intéresse ici. On va le retrouver dans les années 1970 avec l'apparition du concept de spécisme et d'antispécisme. Donc là, c'est Richard Ryder, nous sommes en Angleterre, et c'est une brochure en réalité que Ryder, qui travaille sur l'expérimentation animale, fait circuler au sein des personnes qui lui sont proches. Ensuite, c'est Singer, et effectivement, là apparaît le terme libération animale, c'est son livre d'ailleurs qui s'intitule ainsi, et à partir de là apparaît un courant politique d'animalisme. On va le présenter comme ça. Et ce courant politique d'animalisme, il va aller en se développant et en s'enrichissant. La dernière étape, c'est 2011.
lorsqu'apparaît l'ouvrage de Sue Donaldson et de Will Kymlicka, Zoopolis. Parce que Zoopolis, c'est un projet de société auquel doit mener l'animalisme. Sachant que ce projet, évidemment, est en devenir. Par hypothèse, il suppose quand même une révolution profonde d'une société qui est très largement fondée sur l'exploitation animale en conjunction. Alors entre les deux, Laurence Parisot se pose la question de ce que l'on pourrait dire d'une exploitation animale, ou en tout cas de la question de l'utilité ou de l'inutilité de l'animal dans le travail productif. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur... Seulement, c'est que petit à petit, on a conçu les organismes vivants qui sont dans nos exploitations comme des outils pour produire quelque chose, produire de la viande, produire des grains dans le cas des céréales, etc. Et on a fini par voir un outil, et on a fini surtout par penser qu'on avait un contrôle sur cet outil, et qu'on faisait ce qu'on voulait. Autrement dit, on a construit ce qu'on appelle un système artificiel. Je pense que là-dessus, on se trompe. Je prends souvent cette image, une bactérie dans un champ de maïs sous perfusion de nitrate, elle suit toujours les mêmes règles évolutives et écologiques qu'une bactérie au fin fond de l'Amazonie, où personne n'aurait jamais mis le pied. Autrement dit, quand on croit avoir construit un système que l'on contrôle, en réalité non. Les lois de l'évolution, qui renvoient d'ailleurs éventuellement à la question des maladies, et puis les lois tout simplement de la structuration et du fonctionnement des réseaux d'interaction en écologie, continuent à s'appliquer. Et c'est parce qu'on oublie ça qu'on a créé les problèmes aujourd'hui de l'agriculture. Et je pense donc vraiment que les conceptions de l'agroécologie qui peuvent être poussées assez loin, c'est-à-dire qu'on prend les systèmes naturels comme un modèle de pensée, non pas parce que ça serait naturel et donc super génial, mais naturel, ça veut dire qui existe depuis longtemps, qui a une histoire, qui a été testée dans la variété des situations, donc qui ressemble à une solution durable et sans doute assez efficiente. C'est ça le futur probablement de l'agriculture d'une manière générale, et entre autres de l'élevage, c'est de se reposer des questions par rapport à des fonctionnements qui ont été validés par l'histoire du vivant depuis longtemps. C'est ça l'agroécologie. Jocelyne Porcher sur le véganisme. Non, mais je vais juste répondre deux choses, enfin une chose même, c'est que je ne serai pas végane, et jamais, parce que j'aime les animaux, j'aime profondément les animaux, et je préfère devoir ma vie aux animaux plutôt qu'à la vitamine B12 ou à la fondation Bill Gates. Voilà. Qui a été décrit tout à l'heure notamment par Mme Parisot, c'est-à-dire qu'ils sont soumis au régime des biens. Les animaux sauvages, quant à eux, sont des res nullius, comme disent les juristes, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne et ils sont à celui qui les tue ou qui les capture. Sous réserve, évidemment, là encore, comme dit le Code civil, des lois qui les protègent. Donc, de toute façon, on n'en est pas à reconnaître des droits aux animaux, et de toute manière, mais c'est une question très intéressante car elle a été posée aux États-Unis. Aux États-Unis, il existe un mouvement, le Non-Human Rights Project, qui consiste à faire reconnaître pour les animaux qui sont enfermés dans des zoos ou éventuellement dans des laboratoires, à les faire bénéficier de la procédure dite d'habeas corpus, qui est une procédure de common law. Bon, l'un des arguments invoqués est de dire mais on ne va pas leur donner de droit parce qu'ils ne peuvent pas s'obliger. La démonstration qui a été faite par le Non-Human Rights Project, c'était qu'en réalité, les animaux pouvaient s'obliger d'une part à l'égard d'autres animaux, de leurs congénères, ils pouvaient s'obliger, il s'agit pour l'essentiel de grands singes qui sont visés par ces procédures d'habeas corpus, et même qu'ils pouvaient aussi s'obliger dans des rapports de confiance avec des animaux d'autres espèces, y compris des humains. Donc en soi, je ne crois pas qu'il y ait de difficulté, si vous voulez, à leur reconnaître des droits. Évidemment, ça ne peut pas être les mêmes que les droits des humains, on est là-dessus tout à fait d'accord, mais on n'en est pas là non plus. Il s'agirait plutôt au moins de les protéger, d'abord de la mort artificielle qu'on veut leur faire subir. Pourquoi ne pas attendre tout simplement qu'ils meurent de vieillesse? Évidemment, ça condamne un peu l'élevage, ça c'est clair. Et puis aussi le droit de n'être pas torturé. De ce point de vue-là, il est certain qu'une bonne partie de l'élevage actuel, industriel, ne correspond pas à ces critères. On va prendre une dernière question.